Donc, bienvenue au webinaire Comment moderniser un programme de réadaptation en dépendance sans perturber les services avec la conférencière Mme Pascale Bibeau. Bonjour. Mon nom, c'est Joanie Ouellette, puis je suis directrice du développement et des programmes à la formation continue de l'Université de Moncton. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est présenté dans le cadre de notre portfolio de formation en santé mentale, en dépendance et en itinérance, qui est financé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Si jamais vous désirez avoir plus d'informations sur les autres formations qui sont offertes dans le cadre de ce portfolio, veuillez noter qu'il y aura un courriel de suivi avec les liens des différentes formations à la suite du webinaire. Alors, avant de continuer avec la présentation de notre conférencière, j'aimerais seulement vous mentionner que le webinaire est enregistré et qui sera envoyé également par courriel par la suite. Donc, c'est bien important de garder votre caméra et votre micro fermés tout au long du webinaire. Et finalement, il y aura un petit temps de période de questions à la toute fin, donc un petit 15 à 10 minutes pour une période de questions. Donc, on vous invite à y participer. Et donc, maintenant, je vais passer à la présentation de notre conférencière. Alors, Mme Pascale Bibeau est l'auteure du cours de TSTX, Santé mentale et toxicomanie à l'École de travail social de l'Université de Moncton, ainsi que plusieurs autres cours aussi à l'Université de Moncton et l'Université de Montréal. Mme Bibeau détient une maîtrise en intervention en toxicomanie de l'Université de Sherbrooke, un baccalauréat en criminologie et un certificat en toxicomanie de l'Université de Montréal. Elle est également membre de l'Ordre des criminologues et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Et elle est chargée de cours à l'Université de Montréal en toxicomanie depuis 1997. Elle consacre actuellement sa carrière à l'enseignement dans le domaine de la toxicomanie et en prévention des agressions auprès du personnel municipal à travers le Québec. Donc, son expérience professionnelle couvre plusieurs années de travail en milieu carcéral, précisément en thérapie de groupe sur la gestion des émotions, notamment la colère. Elle a eu un mandat de 16 ans dans l'ensemble des pénitenciers en prévention du VIH et du VHC. Outre sa collaboration à la fondation d'un organisme communautaire dédié à la prévention, elle a exercé le rôle d'éducatrice en prévention des toxicomanies en milieu scolaire et le rôle d'éducatrice spécialisée dans 2 centres d'accueil pour adolescents délinquants. Enfin, elle se décrit comme une personne autodidacte, passionnée par la conception d'outils de prévention et du développement de programmes et de cours qui sont rattachés à la toxicomanie, à l'intimidation et à la criminologie. Donc, je laisse la parole à Mme Pascale Bibeau. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et je vais vous partager le PowerPoint que j'ai préparé pour notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, donc, on va s'intéresser à la refonte d'un programme qui a été réalisé depuis, ça va faire bientôt 1 an, sur lequel je travaille. Alors, et comment on a pu moderniser un programme qui, au départ, est un programme appuyé sur les démarches, une approche plus traditionnelle, vers un programme qui va être un petit peu plus moderne. Alors, les objectifs de notre webinaire, ça va être de regarder c'est quoi les étapes qu'on a traversées pour moderniser un programme déjà existant en dépendance. Comment, surtout, préserver l'identité et les fondements historiques tout en intégrant des approches plus modernes. C'est quoi les solutions, c'est quoi les défis qu'on a rencontrés dans cette démarche-là, dans un but peut-être d'inspirer chez vous, chez d'autres personnes, le même type de démarche et de tirer des leçons de ce qu'on a pu apprendre à travers cette démarche-là. Alors, le plan du webinaire, on va parler du contexte initial qui a amené cette demande-là, puis la vision globale et les approches intégrées qu'on a ajoutées, si vous voulez, au modèle, les défis et les perspectives qu'on a rencontrées. Alors, les étapes que j'ai pu suivre avec, évidemment, les gens qui ont collaboré à cette démarche-là, on a commencé par analyser les besoins, puis on a fait un diagnostic initial, je vais vous en parler. Ensuite, on a commencé à concevoir des nouveaux ateliers, c'est au printemps 2024, et il y a eu une phase 1 d'implantation des ateliers. On s'est concentré sur les ateliers du mardi là, il y a une petite erreur, du mardi au jeudi dans un premier temps. Puis, il y a eu une rétrospective et un ajustement de ces ateliers-là après que
les intervenants cliniques ont pu s'approprier et expérimenter les outils. Nous sommes dans la phase 2 actuellement. Donc, dans la phase 2, on est dans l'intégration du jeu pathologique, des nouveaux ateliers de jeu pathologique à travers le nouveau programme. Et puis, la phase 3 qui va débuter sensiblement bientôt, ça va être la modernisation des ateliers AA. Tout ça va être plus visuel en avançant là, dans le webinaire. Alors, les nouveaux ateliers sont du mardi au jeudi. On a 90%, je vous dirais, des progrès. Ce qu'on souhaitait faire, on est à peu près à 90% de la démarche. Le jeu pathologique, on a peut-être un 50% là, de franchi. Puis les ateliers des AA, on débute un petit peu à la fois là, ce nouveau volet-là. Alors, diagnostic initial, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a initié la demande? Je ne nommerai pas l'organisme pour des raisons de confidentialité, puis je pense que ça, on va s'entendre là-dessus. Mais l'idée, c'est que l'organisation existe depuis longtemps. Ils ont une très bonne réputation. Il y a une équipe qui est solide. Il ne manque pas de clients. Sauf que l'équipe avait moins de plaisir, ou je vous dirais même beaucoup de réticence à animer les ateliers. Et ça devenait un problème parce que au niveau de la coordination, certains employés refusaient d'animer certains ateliers. Et là, ça devenait un peu complexe. Puis on a commencé à se questionner pourquoi les employés avaient autant de réticence à animer les ateliers. Puis on est allé voir le contenu des ateliers. C'est là que je suis arrivée dans le portrait. Les ateliers étaient désuets, pas stimulants. Il n'y avait pas de consignes claires données à l'animateur pour lui donner des grandes lignes comment faire l'animation. Fait que souvent, on fournissait comme un contenu, mais sans les activités qui peuvent soutenir la transmission, si vous voulez, de ce contenu-là. Il y avait aussi une confusion entre ce que c'est que la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Je pourrais vous donner un exemple avec un atelier sur la sexualité tantôt. Il y avait une absence de logique dans le programme, pas de vision macro. Donc, c'était tous des ateliers thématiques éparpillés un petit peu partout. Ils étaient souvent déplacés d'une semaine à l'autre parce que, justement, certains intervenants disaient, ben moi, cet atelier-là, je ne veux pas l'animer, je suis prête à animer tel type d'atelier. Et là, ben, il y a des clients qui se retrouvaient à avoir vu le même atelier 2 fois. Alors, on est dans une ressource d'un programme de 21 jours avec des entrées en continu. Donc, c'est pas les mêmes clients, c'est un programme ouvert, comme on dit. Ce pas les mêmes clients qui font les ateliers dans un ordre, dans une séquence. Alors, n'importe qui arrive n'importe quand, ce qui fait qu'il y a certains clients qui se retrouvaient à avoir le même atelier 2 fois. On n'avait pas tenu compte non plus des facteurs thérapeutiques de l'intervention de groupe qui sont démontrés au niveau de leur efficacité. Donc, l'approche qui était utilisée, en général, c'était soutenu par un PowerPoint, puis c'était de la transmission de connaissances. Alors, il n'y avait pas de petit travail en équipe, de jeux de rôle, des duos, on ne déplaçait pas les participants dans la salle pour essayer de stimuler un peu l'implication. Alors, la motivation face aux ateliers des clients, selon ce que le personnel m'ont dit, c'était difficile de les motiver, de les amener à s'impliquer. Souvent, on avait des clients qui étaient passifs et donc, on a conclu qu'il y avait une nécessité de moderniser le programme. Et je dois souligner que le personnel était ouvert à l'idée de faire cette modernisation-là du programme, ce qui était un bon point qui m'a amené à accepter le mandat. Alors, quand je vous dis qu'il y avait une confusion dans les moments de l'intervention, justement, dans un des cours qu'on donne à l'Université de Moncton, on parle de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, la prévention primaire, comme vous le savez probablement, c'est tout ce qui se passe avant qu'un problème apparaisse. La prévention secondaire, c'est pendant que s'installent des habitudes de consommation. Puis quand on est rendu au niveau tertiaire, c'est qu'il y a un problème de consommation qui est constaté et on veut donc travailler à ce niveau-là. Ce que j'ai pu constater à propos de l'organisme, c'est que plusieurs ateliers pouvaient s'inscrire plus dans la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on donne un contenu qu'on pourrait donner au cégep ou dans une école secondaire,
Donc, les clients sont passifs, ils reçoivent, mais on ne les amène pas à réfléchir sur leur propre comportement ou habitude par rapport à ça. Et l'exemple que je voulais vous apporter, c'est un atelier sur la sexualité, dont justement les employés me disaient, cet atelier-là, on est plus ou moins à l'aise avec, on le donne, mais on n'est pas convaincu. Alors, je suis allée voir cet atelier-là qu'on m'avait dit de revoir. Et c'était justement, on parlait des maladies transmises sexuellement, puis du consentement sexuel avec un PowerPoint qui était très beau, mais ce type d'atelier-là pouvait se donner dans une classe. On n'amenait pas les personnes à réfléchir à leurs propres habitudes ou comportements au niveau de la sexualité. Alors, c'est donc une des difficultés qu'on rencontrait au niveau du type de contenu qui était apporté. Au Québec, dans le domaine de la dépendance, on s'entend beaucoup pour utiliser ce langage-là. Donc, première ligne, c'est la partie des intoxications. Deuxième ligne, c'est la réadaptation qui peut se faire à l'interne ou à l'externe. Puis la troisième ligne, c'est la prévention de la rechute. Ce langage-là n'est pas le même que celui dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la dépendance, on utilise souvent cette terminologie-là. Alors, nous, dans notre ressource, on travaille en deuxième ligne. Alors, les clients ont déjà, pour certains, fait une désintoxication et arrivent à la ressource après cette désintoxication-là. D'autres arrivent directement dans notre ressource parce que leurs habitudes ne nécessitent pas une désintoxication. L'autre point qu'on avait constaté, c'est l'absence des facteurs thérapeutiques à l'intérieur du style d'animation. Alors, le programme que je vais la démarche qu'on a fait, c'était d'intégrer et de considérer les facteurs thérapeutiques pour varier nos activités à l'intérieur des rencontres de groupe. Alors, les facteurs thérapeutiques qu'on a considérés, c'est ceux qui sont reconnus, puis il y en a eu plusieurs versions, là, mais c'est sur ceux-ci que je me suis appuyée. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans un des cours au certificat en dépendance. Alors, on parle d'installation de l'espoir, avoir l'impression qu'on peut s'améliorer. L'universalisation, l'importance de constater qu'on n'est pas seul dans la démarche, ça fait du bien aux clients de réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls à penser comme ça, qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir des craintes. Le partage d'informations, donc on en a gardé de la psychoéducation, mais au lieu de prendre 2 heures de psychoéducation, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, puis le reste, c'est pour que les participants puissent réfléchir puis apprendre d'eux-mêmes puis des autres aussi. Alors, il y a le côté altruiste qui est important, avoir l'impression qu'on peut aider quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Alors, il y a l'apprentissage aussi par interaction. Alors, à travers des techniques de socialisation, des activités en petits groupes, en petite équipe, on peut aussi apprendre. L'apprentissage par imitation, la connaissance de soi. Donc, on veut favoriser l'introspection, comprendre des nouveaux éléments de soi à travers le feedback du groupe, des participants, des intervenants. Ce qu'on voulait surtout favoriser, qui n'était pas là, c'est la cohésion groupale. Les gens étaient vraiment désengagés, je vous dirais, dans les ateliers au début, puisqu'il y avait pas beaucoup l'occasion de participer, d'échanger puis de se soutenir entre eux. Par contre, durant la phase d'expérimentation, je peux vous assurer que la cohésion groupale, elle était vraiment pertinente et stimulante pour aussi les intervenants. Alors, il y a la révélation de soi aussi comme facteur thérapeutique, la catharsis ou, si vous préférez, la ventilation des émotions. Alors, on a mis sur pied plusieurs types d'activités. Un exemple d'activité clé pour favoriser la dynamique thérapeutique, c'est l'activité écho des expériences. Alors, l'objectif de cet atelier-là était d'augmenter la conscience des émotions. J'ai mis en parenthèse le fait que plusieurs clients, une grande partie de notre clientèle en toxicomanie présente un problème d'alexithymie. Donc, alexithymie, pour les gens qui sont moins familiers, c'est l'absence de langage au niveau des émotions. Alors, on veut travailler les émotions parce qu'on sait que la dépendance, c'est un problème souvent de gestion des émotions. Et là, ils se retrouvent dans un centre à vivre une expérience d'abstinence, à gérer leurs émotions à froid, sans filtre, sans la béquille de la consommation, avec des clients qui vivent aussi le même type d'expérience, ce qui amène plusieurs enjeux, souvent même dans le climat dans le climat entre les résidents. Alors, une des expériences qu'on fait dans cet atelier-là, qui est différent d'un atelier à l'autre, on a voulu varier les approches.
Dans une des parties de l'atelier, c'est qu'une personne va présenter une expérience associée à une émotion, peu importe c'est laquelle, et les gens ont comme un focus d'observation. Alors, je forme 3 petites équipes. Une équipe qui fait le focus sur les émotions pendant que la personne partage l'équipe. Met un focus là et ensuite de ça, en petite équipe, ils vont discuter dans leur équipe c'est quoi les émotions qui ont été nommées par la personne, qui ont été exprimées. L'autre équipe fait un focus sur les pensées et les croyances qui sont verbalisées par le partage. Puis une équipe fait un effort au niveau d'identifier les forces et les succès que cette personne-là ou les outils qu'elle a utilisés pour s'en sortir ou pour gérer la situation impliquant une émotion. L'objectif ici, pour la dernière équipe, c'est qu'on soutient ce programme-là avec l'entretien motivationnel, si vous voulez. Fait amener les gens à réaliser qu'ils ont des outils et des ressources qui leur permettent d'avancer puis qui leur ont permis de réussir. Là, ce qu'on me disait récemment, là, la semaine dernière avec cet organisme-là, c'est que c'était la difficulté, c'était au niveau de cette perspective-là, les efforts et les forces. Fait que ce qu'on m'a demandé, c'est comment on peut simuler ça quand, justement, nos clients ne les voient pas. Fait que j'ai proposé 4 nouvelles questions d'animation qui sont de type entretien motivationnel, qui vont susciter éventuellement du discours, confiance, capacité chez la personne qui fait un témoignage, mais qui ne voit pas elle-même les outils qu'elle a utilisés pour réussir un objectif. On tient compte aussi des facteurs de succès à l'intervention de groupe. Alors, donc, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit stimulant? C'est pas parce qu'on fait quelque chose de difficile que c'est obligé d'être plate. Alors, on peut s'amuser là-dedans. Alors, oser être créatif, créer des liens dans le plaisir, présenter des messages aussi en tenant compte des différents sens. Alors, il n'y a pas simplement l'ouïe, il y a la vue, il y a la manipulation d'outils, il y a déplacer les gens, il y a aussi l'odorat. Dans un des ateliers, on l'a considéré. On veut aussi provoquer des occasions de rire parce que, justement, dans le rire, ben, c'est un outil en soi pour diminuer le stress et ça peut être quand même assez stressant. On aborde des sujets qui ne sont pas toujours faciles. On est avec des gens qu'on ne se connaît pas. Il faut apprendre à développer une confiance au personnel entre les usagers. Alors, les occasions de rire sont les bienvenues. Et puis, surtout, il faut être en observation constamment de ce qui se passe au niveau de la dynamique pour être capable de récupérer idéalement les situations. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans tous les ateliers, il y a un brise-glace en ouverture. Le brise-glace, ce n'est pas pour apprendre à se connaître, c'est vraiment pour introduire le thème du jour de façon différente. Le but, c'est de piquer la curiosité des gens. Comment on va faire pour les accrocher, leur rendre ça intéressant? Dans cette ressource-là, il y a un atelier l'avant-midi de 9h à 11h, puis un atelier l'après-midi de 1h à 3h. Fait que ça fait quand même 4 heures d'atelier dans la journée. Et puis, en soirée, il y a une petite récupération, là, un mini-atelier, je dirais, de 30 minutes à 45 minutes en soirée. Fait qu'il faut rendre ça stimulant. Alors, donc, exemple de brise-glace qu'on a mis, c'est l'île des émotions. Fait que l'île des émotions, ce que c'est qu'il y a sur des cartons plastifiés, il y a des émotions un peu partout sur le plancher. Et on invite les gens à se déplacer vers une émotion. Et à un moment donné, les gens circulent dans la salle, on fait stop, les gens s'arrêtent sur une émotion. Et là, les animateurs ont des questions sur des émotions au hasard. Fait que les gens ne savent pas quel genre de questions qu'ils vont se faire poser. Puis le but, c'est d'introduire la notion d'émotion ici dans cet atelier-là. Fait que qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que la joie. Bon, on y va avec des émotions positives puis négatives aussi. Un complète la phrase, c'est pour un autre type d'atelier. On introduit le thème, on lance des phrases, puis les phrases sont déjà préparées, mais les clients ne les connaissent pas. Alors, ils complètent la phrase pour introduire le thème. Un photolangage, bien ça, c'est une activité qui est faite à partir d'images et cette activité-là n'est pas encore implantée, elle s'en vient. Le prénom, c'est un atelier qui porte beaucoup sur la valorisation, si vous voulez. Alors, l'idée, c'était qu'ils utilisent leur prénom, puis pour chaque lettre de leur prénom, ils doivent se trouver une caractéristique
positive en lien avec la lettre. Il y a un aspect ludique, mais il y a aussi un aspect de prendre conscience qu'ils sont leur propre coffre à outils personnels. On ne part pas à zéro. Dans la vie, on a notre coffre, c'est nous-mêmes. Ce qui est intéressant dans cette brise-là, c'est que souvent, les gens vont s'entraider entre eux autres parce qu'ils ne trouvent pas de lettres. Fait qu'ils vont dire, ben, je ne trouve rien pour le P. Avez-vous des suggestions? Puis là, les gens alimentent. Fait que ça crée une belle synergie. Rencontre avec un sage, ici, c'est qu'on introduit dans certains ateliers de la pleine conscience. Fait que ça, c'est plus délicat quand on travaille avec des personnes alexithymiques parce que une des caractéristiques de l'alexithymie, c'est une vie imaginaire qui est plus pauvre, je vous dirais. Alors, quand on fait des ateliers où on met de la pleine conscience avec de la visualisation, bien, pour certaines personnes, ils ne voient rien, puis ils vont nous le dire. Fait que ce que je fais, c'est que je fais une petite mise en garde pour dire que ça se peut que cet atelier-là ou cette activité-là, bien, ça résonne moins, tout simplement. Puis on est là pour découvrir différents outils, puis que le coffre à outils, bien, il est large, puis qu'ils vont prendre seulement les outils qui les intéressent. Fait que ici, il y avait une petite introduction de rencontre avec un sage, puis c'était pour l'atelier sur la résilience. Changer d'angle, évaluer nos jugements. Bien, ici, c'était un atelier brise-glace sur la colère. Je vous explique en gros ce que c'est. Et c'est inspiré de Danny Beaulieu, cette technique-là. C'est une technique d'impact. Alors, puis ça fesse beaucoup, par exemple, quand on le fait. Alors, on leur demande d'inscrire sur une feuille au milieu le nom d'une personne avec qui ils ont eu un conflit ou une relation difficile. Que c'est pas facile, la relation, puis on leur dit que ça va être confidentiel, puis on n'a pas besoin de nommer le nom. Alors, chacun écrit son nom. Et là, la feuille est séparée en deux. Fait que la première partie, c'est d'écrire c'est quoi les étiquettes, c'est quoi les pensées qui viennent quand tu penses à cette personne-là. Alors, elle est hypocrite, elle est paresseuse, elle n'est pas faire. Bon, peu importe ce que quoi les idées, on leur laisse ventiler, dire ce que les autres pensent de cette personne-là. Dans un deuxième temps, on leur demande de nommer à droite ce que les gens qui connaissent cette personne-là, comme la maman de cette personne-là, l'enfant de cette personne-là, ce qu'ils pensent de elle. Alors, et là, c'est donc d'aller chercher des choses positives. Fait que ça les oblige à changer de perspective. Puis souvent, ce que je leur dis, c'est quand vous l'avez connue, cette personne-là, au départ, est-ce que c'était quand même positif? Puis là, plusieurs personnes vont dire oui au début. Qu'est-ce que vous avez vu chez cette personne-là à ce moment-là qui a fait que vous êtes entré en relation avec elle, que vous avez noué une relation? Et donc, ça force à avoir deux perspectives pour la même personne. Mais ça, c'est l'activité brise-glace. Alors, l'idée, c'est quoi les trucs pour augmenter la cohésion groupale? Bien, c'est de placer régulièrement les gens en petites équipes, puis diversifier aussi les couplages, là. Soit en leur demandant, en utilisant des objets pour changer les équipes. L'objectif, c'est qu'ils créent des relations avec plusieurs participants. C'est plus facile de développer une cohésion groupale quand on est tous ensemble, quand on est en petite équipe, que quand on est tous ensemble. Là, ça peut être un petit peu plus impressionnant. Alors, la mission qu'on m'a confiée, c'était de moderniser le programme tout en respectant l'identité et les fondements existants de cette organisation-là, qui s'appuie sur le modèle traditionnel Minnesota, AA et tout. Alors, on parle d'un modèle 1935 qu'on veut moderniser pour qu'il réponde à des besoins aujourd'hui puis qu'il puisse être facilement ajusté pour les années qui s'en viennent. Donc, qu'on ne soit pas pris avec un programme qu'on ne peut pas améliorer. Alors, globalement, on me demandait de respecter l'accréditation qui est appuyée sur le modèle Minnesota parce que cet organisme-là a reçu cette accréditation-là, donc ne peut pas fonctionner en dehors de l'accréditation. Alors, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour maintenir les principes des 12 étapes AA et assurer une cohérence avec une approche historique, préserver la reconnaissance et la crédibilité de l'organisme, puis aller de l'avant aussi en intégrant des modèles plus complémentaires ou plus récents. On s'est appuyé sur le modèle biopsychosocial pour expliquer la consommation. Là, vous allez dire qu'il y a une contradiction peut-être avec l'approche des AA, mais pas tant, parce que l'approche des AA, ce qu'ils disent, c'est que c'est une maladie. Donc, on peut aller dans l'aspect bio. On a une façon de voir l'aspect bio. Il y a tous les aspects, les dimensions psychologiques, les dimensions sociales aussi.
Pour tout ce qui concerne les émotions, on a travaillé avec le modèle cognitivo-comportemental qui présente quand même un défi parce que les intervenants doivent être familiarisés avec la méthode cognitive comportementale. Fait qu'il y a encore du travail qu'on fait à ce niveau-là. Et puis aussi l'entretien motivationnel qui demeure une approche qui vient soutenir finalement certaines interventions qu'on fait. Puis ça, c'est déjà en marche, mais c'est un processus continu où l'organisation va recevoir un peu plus de soutien à ce niveau-là. Le troisième facteur qu'on a considéré, c'est les facteurs d'efficacité en groupe, comme je vous les ai présentés tantôt. Et on a voulu introduire des techniques d'impact qui ont été vraiment développées au Québec par Dany Beaulieu. On s'en est inspiré pour rendre ça stimulant. On pique la curiosité des participants, ils se demandent où on s'en va et ça amène un plus grand engagement à l'intérieur des activités cliniques de groupe. Le but, c'était de favoriser des activités qui favorisent des prises de conscience puis des expériences émotionnelles significatives. Ensuite, on a aussi à cœur d'adapter les ateliers thématiques pour des publics spécifiques. On est dans cette étape-là, moi et une collègue qui est spécialiste au niveau du jeu. Alors, on intègre ces thématiques-là, soit à des activités existantes et on conçoit, et quand je dis on, c'est plus ma collègue, conçoit des ateliers spécifiques pour le jeu. Pour l'organisation, parce qu'on a des joueurs, puis on a des consommateurs, puis on a des gens qui ont la double problématique pour s'assurer de répondre à tout ça et structurer aussi un programme qui est cohérent, qui est équilibré, où les orientations sont claires. À chaque semaine, le client sait où il s'en va. On veut créer une logique dans les contenus pour offrir une progression claire et motivante pour tout le monde finalement. Alors, on peut dire, si je me résume, que c'est une approche à 360 degrés qu'on a faite cet été, où on s'est appuyé dans le développement sur 6 axes pour guider la création des ateliers. D'abord, dans mon rôle, c'est la conception des ateliers. Je n'ai pas fait ça seul, en ce sens que j'ai consulté le personnel sur place et la littérature pour comprendre c'est quoi les données probantes aujourd'hui en 2024-2025. Alors, chaque atelier repose sur un cadre théorique solide avec des recommandations qui sont faites parce que je considère que la recherche a des choses à nous enseigner et que dans le monde pratique, souvent, on ne se parle pas assez, ces deux univers-là, puis il faut être capable de se rencontrer. Alors, donc, mon rôle, c'était de lire la théorie pour regarder c'est quoi les recommandations présentes et dans le futur aussi. Alors, on s'est appuyé aussi sur le modèle biopsychosocial pour s'assurer que chacun des ateliers tient compte des facteurs explicatifs de la consommation. Le modèle Minnesota n'a pas été mis de côté. Il y a des ateliers qui sont spécifiques au modèle. C'est ça qu'on va revoir et remoderniser maintenant. Mais en même temps, il y a eu un souci de faire un lien avec le modèle à l'intérieur des ateliers thématiques, pas nécessairement verbalisé au client, mais réfléchi sur papier pour s'assurer qu'on ne s'éloigne pas trop. Alors, on a introduit l'approche TCC, le jeu pathologique, les facteurs thérapeutiques. C'est toutes ces dimensions-là qu'il fallait considérer pour chacun des ateliers qui a été développé. Alors, jusqu'à ce jour, on a créé et implanté un programme du mardi au jeudi. La phase 1 est réussie. Là, vous allez me dire pourquoi le mardi au jeudi, qu'est-ce qui se passe avec les lundis et les vendredis? Bien, l'idée, c'était que le personnel clinique ne prenne pas les bouchées trop grosses pour garder leur motivation. Alors, c'est confortable, nos vieilles chaussettes, puis on ne voulait pas les sortir de là parce qu'il y a des ateliers qui étaient des coups de cœur pour la clientèle puis pour le personnel. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des ateliers coups de cœur les lundis puis les vendredis, puis on s'est concentré à développer les mardis, mercredis, jeudis. Et là, on est à l'étape où on va aller revoir les ateliers coup de cœur du lundi et du vendredi pour voir comment les amener pour les moderniser tout en gardant ce qui est apprécié chez la clientèle et chez les intervenants aussi. Alors, on a aussi changé l'approche. Alors, maintenant, ça travaille avec des jeux de rôle et tout ça. Puis, pour être honnête, le personnel a... ils ont montré une ouverture d'esprit extraordinaire parce que, justement, on les sort de leur zone de confort
et c'est pas facile d'intégrer tous ces nouveaux ateliers-là et ils ont embarqué à 100%. Fait que je vous donne un petit peu une idée de où on est rendu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des orientations du jour parce que justement, il y avait comme un manque de direction du fait que les gens arrivent n'importe quand, puis ils faisaient des ateliers sans qu'il y ait une démarche ou un fil conducteur dans les ateliers. Fait que si on regarde la semaine 1, l'orientation du jour, le mardi, là, je vais rester concentrée, c'est mardi, mercredi, jeudi. Bien, le mardi, c'est la gestion des émotions désagréables. On en voit deux, anxiété puis colère. Le défi, c'est que j'ai un groupe ici le matin, puis l'après-midi, j'ai un nouveau client qui arrive pour l'atelier colère, qui n'a pas fait l'atelier du matin. Fait que chaque atelier doit être complètement indépendant l'un de l'autre pour que si on a à les déplacer, ça soit faisable, évidemment, et que les clients qui arrivent n'aient pas l'impression qu'ils ont manqué le bateau. Alors, donc, cette journée-là, c'est les émotions désagréables. On a la journée du mercredi dépendance et relations toxiques, fait qu'on on y va au niveau plus social ici, puis maîtrise de soi. Donc, c'est d'autres types d'ateliers. Les points en vert, c'est tous les nouveaux ateliers qui ont été implantés. En rouge, c'est les anciens qui sont encore là. En jaune, c'est des ateliers où on a considéré le jeu. Et puis, en bleu, c'est tout ce qui concerne le modèle traditionnel pour un peu avoir une vue d'ensemble qu'on n'a pas tassé le modèle traditionnel qui est encore bien présent. Et donc, le lundi, ben, ce qui est mis en parenthèse, c'est l'orientation qu'on pense prendre, mais ce n'est pas finalisé. Donc, c'est mis en parenthèse pour dire on s'en va vers peut-être ces grands enlignements-là. Alors, la semaine 2, on a l'orientation émotions agréables. Ici, on a travaillé les émotions désagréables. Les émotions agréables, ça aussi, ça fait partie d'un facteur de rechute. Il faut apprendre à se récompenser puis à vivre des activités, des belles expériences sans que ce soit la consommation qui soit la récompense. Fait que cette journée-là, on travaille, on est dans le positif. Les émotions agréables, comment on fait pour maintenir la motivation? Le mercredi, c'est résilience et rétablissement. Et puis le jeudi, c'est vie épanouie. Et là, on a introduit un nouvel atelier qui s'appelle Sexualité sans consommation. Puis il y a la gestion du stress ici. La semaine 3, le mardi, on est en prévention de la rechute. Alors, on s'inspire du modèle de Marlatt, qui est très connu. C'est encore de la TCC. Alors, on voit les stratégies anti-rechute ici et puis les situations à risque de consommation de substances et de jeux qu'on travaille durant l'après-midi. Le mercredi, c'est le renforcement du soutien familial. Alors, tout ce qui concerne la famille ici. Alors, on a un réseau l'atelier, c'est le réseau de soutien. Il y a, quand vous voyez ciné réadaptation, c'est que c'est la période où il y a une rencontre clinique du personnel et puis les résidents vont aller voir un film de ciné, mais réadaptation thérapeutique si on veut. Alors, ils voient le film, il y a une supervision du personnel de plancher, si vous voulez, pendant le film. Les filles sont séparées des gars et à ce moment-là. Et puis, le soir, il y a un petit atelier d'une demi-heure pour récupérer ce qu'on a compris ou ce qu'on a appris du film. J'ai volontairement pas mis les noms des films pour ne pas influencer les choix que vous pourriez faire. Nous, comme dans l'organisme, on se re-questionne encore sur les titres de films. Certains films ont provoqué des cravings. Et ça, bien évidemment, si le personnel est sur place disponible, ça va assez bien, mais sinon, ça peut être difficile. Fait que donc, on se re-questionne, on est en train d'aller vers des nouveaux films. Fait que je ne vais pas vous nommer les films qu'on utilise jusqu'à maintenant. Alors, le jeudi, c'est la gestion émotionnelle. Et encore, on parle de gestion des émotions, mais émotion consciente, c'est la première atelier que je vous parlais. Et puis, booster vos neurotransmetteurs. Celui-là, ben, on parle de neurotransmetteurs, mais on va au niveau des neurotransmetteurs qui amènent du plaisir et du bonheur. Fait qu'on est allé vers l'aspect positif de comprendre un petit peu les neurotransmetteurs. Alors, donc, un exemple d'atelier pour les émotions agréables, c'est reconnecter avec le plaisir, qui était le titre de l'atelier. Alors, l'idée, c'est qu'on voulait amener nos clients à comprendre l'impact de la consommation sur la capacité à ressentir du plaisir, redécouvrir puis apprécier des plaisirs simples et quotidiens, puis développer des stratégies pour gérer les émotions positives de manière saine puis éviter les rechutes. Fait qu'on a fait j'ai fait la lecture de la littérature qui
parle justement des notions de plaisir et puis de la consommation. Puis en gros, ce que ça dit, c'est que c'est un prédicteur de la rechute, effectivement. Il y a des problèmes qui sont occasionnés à cause de la consommation et puis ça entraîne justement une altération du circuit de la récompense. Et donc, ça fait que, en gros, il y a des impacts qui les amènent à ça leur en prend beaucoup, beaucoup pour ressentir du plaisir parce que justement, le circuit dopaminergique est atteint, puis les récepteurs au niveau du plaisir, les D2 qu'on appelle, sont comme désensibilisés aux récompenses primaires et naturelles. Et donc, ça prend des grandes, grandes récompenses pour sentir du plaisir. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, il faut juste à retrouver la capacité de vivre du plaisir avec des récompenses qui sont naturelle et non pas artificielle. Et ce que la littérature recommandait comme approche thérapeutique, c'est la pleine conscience. Et moi, je ne suis pas très familière avec la pleine conscience. C'est quelque chose que je pense qu'il faut qui m'intéresse à développer, mais j'avais la préoccupation de l'introduire là parce que c'est comme un moment pour lequel il ne fallait pas passer à côté. Alors, dans cet atelier-là, on a fait une activité de pleine conscience, puis ce que j'ai fait, j'ai repris exactement une activité qui était faite pendant l'expérience scientifique en utilisant une rose pour amener c'est une technique de dégustation consciente finalement à partir de tous nos sens. Fait que je l'ai fait vivre, puis ça fait partie d'une des activités à l'intérieur de cet atelier-là, où chacun des participants reçoit une rose pendant l'atelier, puis on guide les participants à toucher à la rose, à sentir la rose, à utiliser la rose, à la regarder, à l'observer, à la toucher. Bon, alors c'est donc pour ralentir un petit peu le temps, si on peut le dire comme ça, pour devenir pleinement conscient de tous les aspects de cette expérience-là. Alors, justement, il y a toujours quelques participants qui trouvent ça difficile, ce type d'expérience-là, mais on n'a pas envie de se priver de faire vivre l'expérience parce qu'on va avoir quelques participants qui vont être moins confortables. Fait qu'on leur dit d'avance, puis on va leur donner la chance d'exprimer par la suite ce qu'ils ressentent là-dessus. L'expérience du sage que je vous parlais tantôt lors de l'expérimentation, ben, j'ai quelqu'un qui a dit, ben, moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de sage. Je n'ai pas vu de sage, puis tout de suite après, il s'est mis à pleurer. Alors, donc, il l'a peut-être pas vu visuellement, mais il a ressenti la présence. Et après ça, il a verbalisé toutes les pensées qui sont venues. Fait que même s'il n'a pas vu le sage, il y a eu des pensées. Et pour lui, c'était des messages qui venaient de son père. Alors, mais son père qui n'est pas vivant. Alors, donc, on a fait aussi le lien dans chacun des ateliers avec le modèle biopsychosocial. Fait que l'atelier, celui-là, l'atelier au niveau biologique aborde l'impact de la consommation des substances dans le cerveau. On en parle. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet aspect-là d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau, puis de m'adresser à eux comme étant des personnes intelligentes, capables de comprendre. Et souvent, ils ne savent pas ça. C'est pas parce que tu as consommé pendant 20 ans que tu sais qu'il y a un circuit dopaminergique, puis que ce circuit-là, il peut être stimulé même en l'absence d'une substance, juste en pensant à la substance. Ou encore, cette semaine, on faisait un atelier sur le jeu, et puis, ben, il y a une personne qui était là, puis elle ne savait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens peuvent devenir addicts au jeu. Elle n'a pas de problème avec le jeu, puis elle ne joue pas. Mais quand j'expliquais que ça active le même circuit, puis que c'est démontré, puis qu'on réagit même s'il n'y a pas de substance, là, elle dit, ah, mais là, j'ai appris quelque chose. Là, je comprends mieux qu'ils vivent la même chose que nous autres. Fait que moi, j'aime beaucoup parler un petit peu de ce qui se passe dans le cerveau quand j'ai l'occasion. Au niveau psychologique, l'atelier utilise les techniques de pleine conscience puis le modèle de TCC pour être capable de voir c'est quoi les schémas de pensée qui poussent à chercher des récompenses artificielles à travers la consommation, puis qu'on peut améliorer ça, puis redevenir, se resensibiliser à ce qui nous alimentait et les dimensions sociales. Donc, l'idée, c'est que le partage, le soutien mutuel se fait à travers les activités de groupe. On cherche des idées ensemble, on partage des scénarios positifs pour être capable de mettre des idées dans notre base de données finalement, puis
et avancer. Là, je ne vous lirai pas tout ça, mais c'est juste pour dire que lors de la réflexion, je me suis demandé en quoi cet atelier-là fait un lien avec le modèle traditionnel, parce qu'il faut quand même respecter l'accréditation de l'organisme. Alors, c'est un peu plus moderne comme vision que ce qu'on est habitué de voir, mais bon, admettre l'impuissance ici, l'atelier aide les participants à reconnaître comment la consommation a altéré leur capacité à ressentir du plaisir naturel, puis que se remettre puis à admettre qu'on peut retrouver des plaisirs simples en commençant à admettre qu'on a besoin de se refamiliariser avec ça. Croire en la puissance supérieure, sauf que moi, de la puissance supérieure ici, je suis allée vers le renforcement de la confiance en une force intérieure ou extérieure qui guide vers un chemin de vie plus équilibré. Faire un inventaire moral, ici, j'ai dit, ça apporte vraiment du plaisir. L'idée, c'est de faire un inventaire honnête de ce qui nous apporte du plaisir vraiment, puis identifier des plaisirs qui sont sains. Confesser nos torts, l'idée, c'est de participer, partager avec les participants les difficultés à apprécier notre vie sans substance. Et puis, réparer ça, finalement, c'est de guider vers des actions positives puis réparatrices pour être capable de soutenir leur propre cheminement vers une vie plus équilibrée. On a travaillé sur la TCC, on a développé des stratégies, pratiques, répétitions. Je ne vous lirai pas tout, mais c'est ça le cadre théorique, ce que je suis en train de vous présenter. C'est que pour chacun des ateliers, l'atelier a 25 pages, là, mais ce n'est pas 25 pages de contenu, c'est que tout le cadre théorique qui vient soutenir les pages. Fait que là, je fais le lien avec chacun des facteurs thérapeutiques de groupe que j'ai pris en considération. Et puis, on arrive à l'atelier où, justement, il y a l'horaire qui est l'horaire en bref, c'est ça l'atelier. Il y a des objectifs, il y a les petites capsules de psychoéducation. Là, ici, j'explique la désensibilisation aux récompenses naturelles. Vous avez la source pour être capable de voir le plateau, finalement, qu'on peut réinverser ça. Et dans chacun de nos ateliers, il y a une phase de fermeture qui est toujours en lien avec la thématique. Fait que dans l'atelier sur les récompenses et le plaisir, la phase de fermeture est super simple. Ce que j'essaie d'enseigner, c'est le sourire intentionnel. Je leur demande à faire un sourire et de ressentir ce qui se passe en faisant le sourire. En fait, le sourire, ça déclenche l'ocytocine qui est une hormone qui favorise, qui est un neurotransmetteur qui favorise la bienveillance, l'ouverture à l'autre, qui augmente l'empathie et qui a un bonus, ça permet de réduire le stress. Donc, même en souriant de façon forcée, entre guillemets, je leur demande de ralentir et de prendre conscience de ce qui se passe dans leur organisme, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et puis après ça, souvent, le deuxième sourire apparaît, puis lui est plus agréable, il est plus vrai, si vous voulez. Fait que j'explique que ça active les muscles du visage, qu'il y a une réponse au cerveau au niveau de l'ocytocine, qu'il y a un effet de rétroaction positive parce que l'ocytocine, une fois qu'elle est libérée, ça renforce un sentiment de bien-être. Et là, le sourire devient plus naturel et authentique. Puis l'idée, c'est que le sourire, grâce aux neurones miroirs, comme vous le savez probablement, ça déclenche une réaction en chaîne chez les autres. Quand on voit quelqu'un qui sourit, mais avec bienveillance, ça déclenche notre propre ocytocine aussi. Fait qu'il y a une espèce de contagion positive. Puis ça, c'est ma fermeture pour cet atelier-là. Le cahier d'animation comprend aussi les fiches de support individuel pour l'intervenant avec toutes les notions qu'ils peuvent avoir besoin, le matériel à imprimer pour les clients. On a fait un cahier de participants pour chacun des ateliers et puis une feuille synthèse pour l'animation. On ne veut pas que l'intervenant anime avec les 25 pages, là. Il va animer avec une feuille synthèse qui va le guider tout simplement. Alors, les défis qu'on a rencontrés, c'est le fait qu'on a fait ça pendant l'été et puis que dans l'été, il y a moins de clients qui sont admis puisqu'il y a les vacances du personnel, entre autres, qui fait qu'on travaillait avec des groupes restreints. Il n'y avait pas beaucoup de participants. Ensuite, il y a eu l'harmonisation des contenus existants et puis l'appropriation des nouveaux ateliers par les intervenants. Fait que pour être capable de rencontrer ces défis-là, je créais l'atelier, mais je venais animer l'atelier auprès des clients durant l'été. Et puis, tout le personnel clinique était en présence dans la salle pour me voir animer, pour faciliter
l'appropriation des contenus. Puis, 3 semaines plus tard, c'est eux qui l'animaient parce que c'est des programmes de 3 semaines. 3 semaines plus tard, je revenais à la même semaine. C'est le personnel qui l'animait. Puis moi, ben, j'étais observatrice pour venir soutenir puis améliorer quand on voit qu'il y avait quelque chose de plus difficile. Ben, on a fait des améliorations, puis on est rendu peut-être à la version 3 là, des ateliers pour tenir compte de l'expérience. Alors, l'appropriation des nouveaux ateliers s'est faite un peu de cette façon-là. La formation sur le jeu pathologique, ça a été fait par ma collègue. Et là, ben, on entreprend la refonte des ateliers AA avec le programme. Fait qu'on va faire un focus group comme on avait fait, une analyse des besoins au niveau des ateliers. C'est pas tout le monde qui est familier avec ce modèle-là. Fait qu'on on va le revoir avec les intervenants en premier lieu. On va créer des ateliers, ils vont les tester, puis après ça, on va faciliter l'intégration. Conclusion, puis en gros, c'est une expérience qui s'est vraiment bien déroulée. J'avais beaucoup de craintes sur l'adhésion au nouveau programme par le personnel en place. Et au contraire, il y a une très belle ouverture d'esprit, ils ont eu du plaisir. On a rencontré quelques petits défis qui nous ont permis de soulever d'autres besoins qui ont émergé finalement, parce que c'est un processus en continu. Un des besoins, un des ateliers, un des défis qui est arrivé, c'est lors de ma deuxième journée d'animation. Je vérifie que le personnel, vous ne faites jamais de jeux de rôle. Ils me confirment qu'ils ne font jamais de jeux de rôle. Puis c'est un atelier sur les jeux de rôle. Fait que là, je me dis, OK, on va y aller avec ça. Ça va être une belle. Puis moi, j'aime ça, les jeux de rôle. Fait que ça va être le fun. Mais j'ai peut-être poussé un petit peu trop fort. C'était sur les situations de rechute et j'ai fait un jeu de rôle. Puis j'ai utilisé une situation qui correspondait vraiment à un risque de rechute pour le client. Et j'ai un client qui a déclenché un craving sur place, devant tout le monde. Alors, il est venu mouiller de la tête aux pieds. Il tremblait, il shakeait. Bon, ça a monté très, très rapidement. Et on a très, très bien géré la situation. Mais moi, dans ma tête, ça m'a fait, oh non, c'est pas ça que je veux leur montrer que les jeux de rôle peuvent déclencher des cravings, mais tout peut déclencher un craving pendant 3 semaines, là. Sauf que je trouvais que ça faisait beaucoup comme marche à prendre, là. Après ça, on a travaillé avec le personnel en réunion clinique, puis j'ai dit, comment vous avez vécu ça? Puis eux autres, ils ont été comme déstabilisés, puis on dit, on n'aurait pas nécessairement été confortable de gérer ce que ça a créé. Alors, quand on fait juste passer du contenu au niveau cognitif, ben il y a moins pas possibilité que ça déclenche un craving, mais là, on l'a vécu. Alors, mais c'est une belle expérience. Ils ont pu voir comment le gérer, puis ça a bien été. Sauf qu'on a réalisé qu'il y avait un besoin important de s'aligner, d'uniformiser les façons de réagir quand il y a un craving qui s'installe. Alors, actuellement, on travaille là, sur la gestion du craving avec le personnel. On fait du co-développement pour justement sécuriser tout le monde sur ces aspects-là qui vont survenir. Voilà. Donc, ça termine ma présentation. Le reste, c'était pour vous, pour les questions que vous pourriez avoir. Oui, merci beaucoup, Pascal. Donc, on va maintenant passer à la